Bonjour, bonjour à tous et à tous. Alors, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous pouvez lever vos mains pour me dire que vous entendez? Voilà, ça marche. Très bien. Parfait, merci. Merci à tous. Bienvenue dans ce webinaire, organisé par Califelec. Je suis, Thomas Thévenoud, directeur des affaires publiques, de l'agence, G&G. Et c'est moi qui ai l'honneur d'animer ce webinaire, intitulé «Se mobiliser pour la mobilité électrique». Nous aurons la chance, d'écouter cet après-midi, des experts et des intervenants de, 1re catégorie en matière, d'électromobilité. Damien Pichereau, député de la Sarthe, rapporteur de la loi d'orientation sur les mobilités, loi qui a été votée en 2019. Clément Molison, qui est délégué général adjoint en charge des relations institutionnelles à l'AVER. Thierry Grosdidier, directeur technique de Califelec. Et Pascal Toggenburger, qui est installateur, électricien qualifié IRVE, vice-président de la FFIE et président de Park and Plug. Je vous vois arriver les uns après les autres. Et enfin, pour terminer, une dame, une présence féminine, Sandrine Garnier, qui est journaliste, spécialiste des mobilités et experte chez Mobilicité. Alors, quelques mots d'introduction dans un contexte évidemment un peu particulier, un peu spécial, un contexte même historique, avec une crise internationale et une guerre en Europe pour la première fois depuis plus de 60 ans, qui éclipse d'une certaine manière tous les autres sujets. L'invasion de l'Ukraine par la Russie a éclipsé même le dernier rapport du GIEC, qui a été publié la semaine dernière et qui est passé quasi inaperçu dans les médias et dans le débat public. On peut le regretter, car la Terre ne s'arrête pas de tourner et malheureusement, elle ne s'arrête pas non plus de se réchauffer. Dans ces temps difficiles, nous pensons et nous avons pensé qu'il fallait quand même parler d'autre chose et évoquer d'autres sujets, des sujets d'avenir qui nous engagent vers un autre monde, une autre façon de consommer, de nous déplacer. Et c'est la raison pour laquelle nous avons décidé avec Califelec, dans la perspective aussi des élections législatives et présidentielles qui vont avoir lieu dans quelques semaines, d'organiser ce webinaire. Selon le rapport du think tank The Shift Project, paru en novembre 2021, le secteur des transports est en France le premier émetteur de gaz à effet de serre, à l'origine d'environ 30% des émissions sur le territoire national. La voiture particulière est responsable pour moitié de ce bilan. Le développement des IRVE, des infrastructures de recharge des véhicules électriques, est donc capital pour engager la transition énergétique dont nous avons besoin dans notre pays, en Europe, mais aussi à l'échelle du monde. La récente déclaration des 27 ministres européens des transports en faveur je cite, en faveur d'un consensus de haut niveau pour accélérer le déploiement des bornes de recharge est un signe positif. Et la France, notre pays, s'est engagé dans un programme ambitieux intitulé Objectif 100 000 bornes. Et c'est pour toutes ces raisons que nous avons décidé, comme je vous le disais aujourd'hui, de faire le point sur le développement de l'électromobilité en France, le constat de ce qui a été fait depuis 5 ans dans la précédente législature qui vient de se terminer, et puis peut-être évoquer aussi les pistes de développement, les réponses à apporter pour aller plus vite en matière de développement des véhicules électriques dans notre pays. Alors, commençons par le constat. Je vous propose donc de faire
2 tours de table avec nos intervenants, le constat d'abord et puis ensuite, les pistes nouvelles à évoquer. Puis ensuite, nous prendrons évidemment, dans le chat vos questions. Nous avons prévu, 1 heure pour ce webinaire. On débordera peut-être en fonction de vous, de vos questions. En tout cas, merci d'être si nombreux à avoir, pris sur votre temps cet après-midi pour participer au webinaire, organisé, par, Qualifelec. Je commence par Clément Molison, le délégué général, adjoint de l'AVER France. Peut-être que vous d'abord, vous nous rappellerez ce qu'est, l'AVER en France, et quel est son rôle. Mais, comme il y a beaucoup de professionnels, du génie électrique, aujourd'hui qui nous écoutent, qui se sont, connectés, la question que je voulais poser, que voulais vous poser est la suivante: quel rôle doivent-ils, jouer aujourd'hui ces, électriciens, dans le développement massif de l'électromobilité, dans notre pays? Vous avez la parole pour commencer, cher, Clément Molison, et merci d'être, avec nous. Et merci à vous pour l'invitation. Bonjour à toutes et à tous. Donc oui, en effet, en 2 mots, l'AVER France est une association professionnelle, de promotion, du développement de la mobilité électrique, en France. Donc on rassemble l'ensemble de l'écosystème de la mobilité électrique, à la fois des acteurs de la recharge, installateurs, opérateurs, mais également des constructeurs, des énergéticiens, des collectivités locales. On a vraiment ce panel assez varié d'adhérents qui nous permettent d'identifier les freins à la mobilité électrique et derrière les solutions à y apporter. Pour répondre à votre question, peut-être en 2 mots, rappeler aujourd'hui où on en est sur la mobilité électrique. On vient de dépasser les 830 000 véhicules en circulation. Sur 2021, c'est 15 de part de marché. Donc on est déjà aujourd'hui on s'inscrit aujourd'hui dans une dynamique qui est déjà très importante depuis 2019-2020 et surtout dans une perspective de décarbonation des transports à horizon 2050, mais avec des fins de vente de véhicules 2040, 2035, on verra ça peut-être aussi ensemble. Et donc l'un des premiers enjeux, évidemment, ça va être de multiplier les solutions de recharge. Et pour ça, évidemment, les professionnels du génie électrique auront toute leur part, notamment la recharge à domicile et au travail. 90% des recharges aujourd'hui, donc il faut continuer à accompagner ces installations et la recherche publique évidemment qui est un enjeu majeur. Je ne doute pas qu'on aura l'occasion de d'en parler, plusieurs fois. On vient de publier aujourd'hui notre dernier baromètre commun avec le ministère de la Transition écologique. On est à 55 515 points de recharge, ouverts au public aujourd'hui, en France. Mais même au-delà de ça, au lieu de ces enjeux, on va dire, quantitatifs, il y a aussi des enjeux qualitatifs. On va aussi avoir besoin d'installateurs qualifiés, d'installateurs compétents sur l'installation, sur la maintenance, sur des études de conception. On a besoin de monter en gamme en termes de qualité de service, d'avoir des bornes qui soient bien opérées, qui fonctionnent et c'est vrai évidemment sur la voirie publique, dans les parkings de supermarchés, mais aussi chez soi, où on a aussi des enjeux de sécurité et donc tout ça, on a besoin de pouvoir compter sur cette filière, ce secteur avec des professionnels de qualité. Mais il faut aussi se projeter notamment vers des convergences. On peut avoir une convergence avec, les énergies renouvelables. On va de plus en plus avoir des modèles où on va, coupler, de la recharge avec des panneaux photovoltaïques, hein, voire des éoliennes. Il y a des projets qui se développent. Donc on va aussi avoir besoin de cette intelligence, de ce savoir-faire qui va être très important et également on peut aussi penser, à la recharge bidirectionnelle, à la redistribution, la restitution au réseau. Tout ça, c'est des enjeux qui vont être majeurs et dans lesquels on va avoir besoin d'un accompagnement de professionnels qualifiés, de qualité, qui sauront accompagner aussi un nombre d'acteurs très variés, pour certains dont ce n'était pas vraiment des questions qui pouvaient se poser jusqu'à présent et il y a un besoin d'accompagnement. Et puis, en un dernier petit point, on peut aussi penser à des convergences avec le secteur automobile, notamment de la réparation automobile. Les voitures électriques, on a une part d'électronique de puissance des moteurs électriques qui sont particulièrement importants et peu à peu, on va aussi avoir besoin de faire entrer de façon plus importante le génie électrique, également dans l'automobile, dans la réparation automobile. Et là, on a des enjeux de formation, de reconversion qui sont énormes.
Merci beaucoup. Alors, vous parliez à l'instant du secteur automobile. Je vous présente un député qui connaît bien le secteur automobile, puisqu'il était concessionnaire automobile, je crois, avant d'être parlementaire, Damien Pichereau, qui est resté très connecté avec le secteur automobile, puisqu'il a été rapporteur de la loi, je le disais, la loi sur d'orientation sur les mobilités. Cher monsieur le député, on peut dire que vous connaissez un peu la question de la voiture électrique, de l'électromobilité. À l'instant, Clément Molison donnait un chiffre, 55 000, c'est ça? 55 000 Oui. bornes sur un objectif de 100 000. Donc, on n'y est pas encore. Expliquez-nous pourquoi on n'y est pas encore et qu'est-ce qui freine pour reprendre un langage de l'automobile. Tout à fait. Merci, merci beaucoup. J'espère que vous m'entendez bien. Effectivement, je viens du monde de l'automobile puisque j'étais commercial et je reste effectivement très attaché à l'automobile. C'est pour moi une passion, hein, tout simplement. Et j'ai pu voir l'intérêt grandissant finalement du véhicule électrique. Moi, il y a 6 ans, quand j'étais encore dans le secteur, quand on nous parlait de voitures électriques, on rigolait. Aujourd'hui, on voit bien que c'est une réalité et qu'on a de véritables augmentations qui poussent aussi finalement l'installation de ces bornes de recharge. Pour en revenir à l'objectif 100 000 bornes, c'est effectivement même moi qui avais animé l'événement de lancement au ministère en compagnie de Jean-Baptiste Djebari, l'événement de lancement de ces 100 000 bornes. À l'époque, on était à, je crois, M. Moulison me contredira si je me trompe, environ 30 000 bornes, je crois, et on avait annoncé effectivement une volonté d'être à 100 000 bornes à fin 2021, si possible. Entre-temps, bon, il y a eu une crise qui est passée par là, mais au-delà de cette crise, je crois qu'il y avait aussi une ambition qui était extrêmement importante. On le savait, sincèrement, on savait qu'on n'y arriverait peut-être pas forcément, en tout cas dans la temporalité qu'on avait prévue, mais on a préféré placer une haute ambition, se dire ces 100 000 bornes, on veut y arriver. Et aujourd'hui, voilà, on est à 55 000, on est sur un rythme de déploiement qui a même bien diminué sincèrement pendant la crise. Ce qu'on comprend aussi, parce que les entreprises, les autoroutiers aussi d'ailleurs, qui sont des concessionnaires autoroutiers, ont eu aussi d'autres challenges à gérer et il y a eu des impacts qui ont été importants, notamment sur leur trésorerie. Maintenant, il faut qu'on puisse se relever, il faut qu'on puisse avancer pour atteindre rapidement cet objectif. Ça n'empêche pas pour l'instant, et c'est tant mieux, le déploiement de l'électromobilité. On voit que les ventes de véhicules électriques continuent à progresser, que les constructeurs continuent de proposer des gammes et étendent leur gamme. On a même des constructeurs, je pense à Audi par exemple, qui a annoncé la fin du moteur à combustion en tout cas le souhait de cesser le moteur à combustion dès 2026. Donc on accélère même plutôt le calendrier. Et face à cela, je pense que tout le monde est en train d'y répondre. On parle aujourd'hui de bornes de recharge accessibles au public, mais à côté de ça, on a plus de 600 000 points de recharge qui existent. On a aussi, par exemple, des hôteliers. Moi, j'étais il n'y a pas si longtemps avec l'UMI, donc l'Union des métiers justement de l'hôtellerie et de la restauration sartoise, qui me disait, ben, nous, aujourd'hui, effectivement, est-ce qu'on va mettre des bornes de recharge électrique ou alors est-ce qu'on va simplement mettre des points de recharge? On ne sait pas trop encore, mais en tout cas, on y va. On se rend compte que de toute façon, on n'a pas le choix, donc on va y aller. Et effectivement, je rejoins ce qu'a dit M. Moulisson, on a besoin d'installateurs qui sont qualifiés pour pouvoir justement avoir une vraie qualité de réseau, parce que c'est ce qui va faire la différence. Aujourd'hui, on a 90% des recharges qui se font à domicile ou en entreprise. Il faut qu'on puisse en fait diminuer cette charge en rajoutant de la recharge qui se fasse aussi sur voie publique, parce que moins on aura de freins aujourd'hui à l'électromobilité, plus on développera finalement le véhicule électrique. Merci, monsieur le député. Sandrine Garnier, vous êtes journaliste, vous êtes une des expertes en France des mobilités, de l'automobile et des changements de comportement. Est-ce que vous constatez, vous aussi, que ça y est, le pli est pris, que les Français ont décidé de passer à la voiture électrique, ou est-ce que vous pensez au contraire, vous estimez au contraire qu'il y a encore des obstacles, des freins peut-être même culturels à l'augmentation de l'électromobilité dans notre pays? Sandrine Garnier, vous avez la parole.
Je vous vois, mais je vois que vous êtes en mute. Voilà. Allez, ça y est, vous devriez réussir à m'entendre et peut-être à me voir. Pardon. On vous entend très bien, allez-y. Merci. Donc non, alors douter, c'est pas la question. On voit bien que la dynamique est lancée. Simplement, il reste encore des freins évidents qui sont des freins économiques, puisque on le voit bien au niveau des ventes de véhicules, de voitures individuelles. Ça reste quand même, d'abord, l'acquisition d'un véhicule neuf n'est pas à la portée de tous. En plus, le véhicule électrique représente quand même un surcoût, même s'il y a des aides et des soutiens. Ça, c'est une chose. Donc, on sait bien qu'il y a encore des frictions, des difficultés et des questions d'équité sociale qui peuvent être d'ailleurs accentuées par la mise en place des zones à faible émission. Qui ont été actées par la LOM et la loi climat. Donc, pourquoi ça peut accentuer encore les disparités mais territoriales? parce que les zones à faible émission définissent des périmètres au sein desquels la circulation des véhicules diesel, des véhicules les plus anciens, donc les plus polluants, va être progressivement interdite, et qu'il faut être en mesure de proposer des solutions alternatives à l'ensemble des populations pour éviter d'aboutir à une sorte de mise à l'écart d'un certain nombre de ménages qui seraient effectivement pas en capacité de s'équiper d'un véhicule propre. Soit il faut mettre en place des solutions donc de transport alternatif, de transport public, de transport collectif. Voilà, on sait très bien que dans les marges des agglomérations, c'est plus difficile. Hein. Le transport public et le transport collectif, il est efficace en zone dense, avant tout. Monsieur le député, combien de zones à faible émission en France? Une dizaine, une grosse dizaine? Une quinzaine. Quinzaine? Une quinzaine pour le moment, ouais. Et je rejoins hein, plutôt, il faut qu'on trouve effectivement des solutions adaptées, qui plus est, parce que les zones à faible émission vont avoir un impact aussi sur le prix de l'immobilier. Il faut en être conscient dans ces zones, et donc vous risquez de repousser les populations les plus modestes un peu plus loin, donc des obligations de mobilité supplémentaires. Voilà. Et si je peux ajouter encore autre chose, c'est que au-delà effectivement de la conversion de la motorisation du parc, il faut bien voir que les enjeux de mobilité ne sont pas uniquement circonscrits à cette évolution-là, mais il faut aussi venir à bout de la congestion routière, parce que créer des bouchons de véhicules propres n'arrangera pas formidablement les choses. Donc, là encore, il faut être en capacité de proposer des alternatives à ce qu'on appelle l'autosolisme. Hein. Vous savez qu'actuellement, en France, je crois que la moyenne dans un déplacement automobile, c'est de 1,6 passagers par véhicule. Donc, on le voit aussi, ce sont des orientations qui deviennent de plus en plus importantes et qui sont de plus en plus portées par nombre d'acteurs et pas seulement des acteurs du transport public. On parlait tout à l'heure des sociétés concessionnaires d'autoroutes. Elles portent largement d'ailleurs ces sujets, à la fois les sujets liés au développement des IRVE, mais aussi des sujets liés au développement de voies réservées au covoiturage ou au transport collectif, de manière à encourager ces pratiques qui visent à réduire encore une fois l'autosolisme pour fluidifier les déplacements. Oui, donc vous dites la voiture électrique, l'électromobilité, c'est pas le remède à tout, et il faut que ça s'intègre dans une politique de transport et de mobilité globale, c'est ça? Oui, et d'autant plus que ce sont aussi des orientations qui sont portées fortement au niveau européen. Hein. On l'a vu là dans le paquet Green Mobility qui a été présenté en décembre par la Commission européenne. Là aussi, hein, il y a quand même ces notions d'efficacité du déplacement, en tout cas de réduire la part de l'autosolisme. Et puis, on n'en a pas parlé, bon, après, pollueur-payeur, bon, c'est
enfin, en tout cas, le principe de plus en plus aller vers une tarification de l'usage des infrastructures. Et donc, ça va aussi aller dans le sens où, si on est plus nombreux dans un véhicule, on va payer moins cher. Même si c'est... Ouais, pardon. Non, je vous en prie, terminez votre phrase. Je veux dire, même si tout ça ne va pas être mis en place demain, mais on le voit déjà, encore une fois, avec les ZFE, c'est tout de même ces orientations-là qui vont être prises. D'autant plus, vous le disiez tout à l'heure, hein, que cette crise géopolitique dans laquelle on se trouve ne fait que souligner encore le fait que le prix de toutes les énergies va aller croissant dans les années à venir et que nous tous allons collectivement devoir apprendre à consommer différemment notre énergie et aussi notre usage de l'espace. Exactement. Et ça risque d'être un des défis majeurs des prochains mois et notamment de l'hiver prochain. Et on risque de s'en rendre compte. Alors la parole au territoire aussi, parce que vous avez eu raison, Sandrine Garnier, d'insister sur les territoires, sur les ZFE. Pascal Toggenburger, vous êtes dans l'Aube, c'est ça? Oui, alors je suis dans l'Aube et à Issy-les-Moulineaux. Voilà. Vous avez de la chance, vous êtes des deux côtés, vous. Je connais et la province et l'Île-de-France, voilà, et je sillonne souvent la France, invité par des collègues électriciens, puisque je suis vice-président d'un syndicat professionnel d'environ 7000 entreprises. Et dans cette diversité, cette richesse des installateurs, évidemment, environ 2000-2500 installateurs ont décidé de se qualifier IRVE, donc c'est-à-dire d'avoir finalement le premier grade pour pouvoir installer des bornes de recharge en comprenant évidemment les enjeux du secteur automobile, les performances des véhicules électriques. Et il y a environ une dizaine aussi d'opérateurs de charge. Je voulais aussi les citer parce qu'en fait, il y a la borne et le service. En fait, hein. L'opérateur de charge distribue le service. L'installateur ou l'intégrateur, comme on les appelle aujourd'hui, en fait, va faire réaliser l'installation avec les contraintes électriques de la borne. Bon, je dirais qu'on est suffisamment nombreux aujourd'hui. On est 2300 entreprises qualifiées et je pense que ça va encore augmenter. Mais je dirais que c'est un peu comme quand on apprend l'anglais, en fait. Si on ne pratique pas, bah, on ne progresse pas. Et pour ça, il faut mettre à l'étrier les installateurs pour que vraiment ils s'emparent de ce marché. Parce qu'au-delà d'une simple qualification, en fait, c'est véritablement le rapprochement du demandeur avec le professionnel qui est le plus important, en fait. La formation qu'on peut donner aux entreprises, c'est évidemment d'avoir une attitude plus marketing et commerciale, parce qu'en fait, si on reste dans son coin en tant que technicien et qu'on attend le client frapper à sa porte, ça va être un peu difficile. Et c'est vrai qu'on doit rendre visible l'offre aujourd'hui des installateurs globalement en France, parce qu'en fait, il y a des demandes partout et il faut vraiment insister sur la proximité de l'installateur, parce qu'une borne, autour de la borne, il y a du service, hein, de la gestion de puissance, du comptage énergétique, la maintenance, la connexion, comme disait Clément, aux panneaux photovoltaïques. Et on doit avoir évidemment un prestataire de proximité et pas à 500 km qui vient qu'une fois. Et donc ça, c'est tout l'enjeu un peu de notre profession, c'est d'intéresser les installateurs à ce segment de marché, parce que aujourd'hui l'électricité, bah, ça explose, ça se numérise complètement. Il y a le photovoltaïque, il y a la gestion technique, il y a la domotique, et on doit évidemment donner l'envie aux installateurs d'aller installer des bornes de charge et de professionnaliser au sein de l'entreprise des techniciens ou des collaborateurs qui vont être à l'écoute de leurs clients pour pouvoir dimensionner et proposer une installation qui fonctionne. Pascal, Pascal, je vous arrête une seconde. C'est le message, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont connectés, qui sont des électriciens. Donc, c'est le message que vous voudriez faire passer cet après-midi, c'est d'être plus commerciaux de l'offre d'installation de bornes et de recharge.
Complètement, parce que la filière technique, je veux dire, l'appréhension technique pour les installateurs, c'est pas un problème. Hein. C'est la problématique dans nos professions, c'est la mise en avant et l'aspect marketing et d'avoir une vitrine. Aujourd'hui, les acheteurs de véhicules électriques sont des accros du web. Ce sont des gens qui vont regarder avant toute chose Bien le sûr. samedi et le dimanche qui, autour d'eux, en fait, vont proposer la meilleure installation au meilleur prix. Si vous ne mettez pas en face, vous donnez pas les clés de succès aux installateurs pour leur dire, voilà, créez votre site, référencez-vous sur votre site, montrez ce que vous savez faire, bah, ça ne va pas matcher en fait. On va avoir finalement des gens qui ne se connaissent pas et qui sont pourtant à quelques kilomètres l'un de l'autre. Donc l'importance, c'est l'affichage. Et ça, c'est évidemment, malheureusement, on ne l'apprend pas forcément dans les formations techniques qu'on a mis au point depuis 2012-2013 en fait, et on a souhaité qualifier évidemment les installateurs pour éviter les travers qu'on a rencontrés dans le photovoltaïque à ses débuts ou de la pompe à chaleur. Voilà, les professionnels qui ne connaissaient pas forcément toute la technique pour pouvoir réaliser des installations de qualité. Donc là, je pense que côté installation de bornes, on est plutôt au point côté technique, mais il faut maintenant donner et conseiller aux installateurs de s'afficher, de montrer qu'ils savent faire, de montrer, même s'ils n'ont qu'une référence, il faut la montrer et en faire et en pratiquer. C'est surtout ça, c'est que si on ne pratique pas, si on n'en installe pas, si on dit bah, on préfère installer un chauffe-eau ou on préfère installer des prises de courant ou de la lumière, bah, finalement, on ne va pas progresser dans ce métier. Et c'est important. Donc, il ne suffit pas d'avoir la qualification, il faut pratiquer. Hein. Bien sûr. Alors, Bien oui. sûr. Excusez-moi, non, la qualification, ce n'est pas le sésame pour faire du business. Le sésame pour faire le business, c'est d'être connu et c'est de pouvoir surfer sur la vague, puisque aujourd'hui, je vois simplement dans le collectif résidentiel, on a installé 4500 points de charge. Il y a 900 000 places de parking en résidentiel. Donc, vous comprenez que la marche est grande et qu'on va être obligé d'avoir beaucoup de professionnels hein, dans cette activité. Et donc, il faut véritablement aider les installateurs à être mieux reconnus et avoir qu'ils aient des démarches plus interactives avec les clients qui, eux, sont des internautes et des aficionados du web. Alors, je vois quand même que le message est en train de passer et est passé déjà, puisque dans le chat, il y a Nathalie T qui dit « Les bornes, c'est notre cheval de bataille de 2022 ». Alors, est-ce que c'est le cheval de bataille de Califelec, cher Thierry Gondiguier? Bonjour à J'imagine tous. que oui, parce qu'on a déjà pas mal parlé de qualification. Peut-être quelques mots de présentation de Califelec et puis surtout de ce que vous êtes en train de mettre en place sur l'électromobilité, à la fois la nouvelle qualification qui a été adoptée et puis je crois aussi la cartographie. Alors, Qualifelec, ça vit son œuvre. Hein. C'est l'organisme de qualification qui a été créé en 1955. Donc, c'est pas d'hier. Et c'est surtout ce qu'il faut entendre, c'est que ça a été fait sous l'impulsion des professionnels et des pouvoirs publics. Donc, c'est quelque chose qui est né de la volonté des pouvoirs publics et des professionnels. Et ça continue à animer un petit peu notre karma. Et oui, bien sûr que tu as raison de dire qu'aujourd'hui, c'est bien sûr notre leitmotiv. L'IRVE est au centre des préoccupations de Qualifelec. Je rebondirais par rapport à ce qu'a dit Pascal, c'est que en fait, on a un triptyque. On a à la fois un aspect commercial, et ça, il ne nous appartient pas d'en juger. On a un aspect technique, et on a pour ça des réglementations qui vont bien. Et on a aussi, finalement, un aspect réglementaire. Pourquoi Qualifelec aujourd'hui est un acteur majeur du sujet, c'est que on gère la troisième volet quelque part de la démarche, qui est celle de la reconnaissance professionnelle, issue directement des textes réglementaires. Donc, on a pris le chemin, nous, en route assez tôt, puisqu'on a commencé à reconnaître la compétence en IRV en 2015, avant même que le premier texte fondateur soit écrit, puisque le premier texte était en 2017. Donc, depuis 2015, donc ça fait quand même maintenant 7 ans que Qualifelec est positionné sur le sujet, s'intéresse à la reconnaissance de l'IRVE sur le marché de l'électromobilité au sens large.
Le leitmotiv, puisque ça fait partie aussi des gènes de Qualifelec, c'est qu'on s'assure qu'on a toujours à la base en face de nous un installateur électricien. Ça, c'est quand même la chose fondamentale sur laquelle on ne déroge pas, c'est que c'est un métier qui est un métier d'électricien et il faut absolument qu'il soit reconnu dans ce cadre de cette compétence-là. Donc aujourd'hui, bah, les chiffres avancent vite puisque c'est plus 2000, c'est plus 2500, c'est à l'heure où on parle de 2900 entreprises qualifiées dans le domaine. Il y a bien sûr un phénomène d'accélération exponentielle qui est absolument remarquable. Et je pense qu'effectivement, on sera certainement autour des 4000 avant la fin de l'année, si ce n'est plus. Donc il y a bien une prise de conscience. J'entends dans le chat qu'il y a effectivement des gens qui prennent conscience qu'il y a une nécessité de se positionner. Oui, mais il ne faut surtout pas perdre de vue en fait ce triptyque qui a bien sûr à la base un savoir métier, ça c'est bien celui du professionnel électricien, agrémenter des formations complémentaires qui ont été voulues par les pouvoirs publics. Et je pense que c'est bien, parce qu'il y a quand même des composantes dans l'installation de bandes de recharge qui peuvent peut-être encore échapper à une partie de la population des professionnels électriciens, mais c'est quand même le socle. L'aspect commercial, encore une fois, ça Pascal en a parlé mieux que moi. Et nous, on vient en complément de tout ça pour essayer de cadrer un peu l'aspect réglementaire. Donc, il y a de l'enjeu pour nous aujourd'hui parce qu'il y a 3 zones dans lesquelles il y a un peu de tension malgré tout sur le nombre de recharges. Les recharges à domicile, c'est pas forcément ce qui est le plus compliqué, surtout quand on est en individuel, puisque c'est quelque chose qui est micro-localisé. On a un vrai enjeu autour de la copro, parce que là, du coup, on fait rentrer encore un autre acteur qui on n'a pas encore cité, mais qui s'appelle Enedis. Et en milieu urbain, on sent qu'il y a quand même une tension par rapport à ça, parce que les points de livraison tels qu'ils existent aujourd'hui ne sont pas forcément suffisamment dimensionnés pour accepter un pourcentage et que nous, on souhaiterait voir évoluer pour densifier, massifier le nombre d'infrastructures, pour arriver à cet objectif des 100 000 infrastructures. De 55 000 à 100 000, il y en a quand même encore pas mal à réaliser. Et si on doit faire une règle de 3, si on est 2900 et on n'y était pas pour en faire 55 000, je vous laisse faire le calcul pour savoir combien il faudrait qu'on en ait pour en faire 100 000, sans perdre de vue les objectifs encore plus long-termistes des 7 millions en raison des 2035. Donc voilà, c'est un peu la position de Qualifelec. Nous, ce qu'on cherche à faire, c'est d'un côté d'avoir le principe de reconnaissance professionnelle en amont, qui est celle de la compétence électrique, et puis derrière, en effet miroir, ce qu'on essaie de faire, et c'est ce qu'on met en place sur le site de Qualifelec, c'est qu'on met en place en fait une cartographie qui permet en fait à ces 3000 installateurs, bientôt 3000 installateurs, de se reconnaître. C'est aussi une clé d'entrée pour les maîtres d'ouvrage, parce que c'est aussi l'axe fondamental et l'objet premier de la qualification. Ce n'est pas des médailles que les entreprises s'accordent entre elles, hein. C'est bien un savoir-faire qui est reconnu et qui est nécessaire de faire reconnaître à l'extérieur pour que la maîtrise d'ouvrage puisse aller choisir la bonne entreprise au plus près de son besoin. Donc, on a mis en place une cartographie sur laquelle on peut aller détailler et aller matcher vers l'entreprise qualifiée la plus proche de soi. Et il y aura un travail qui se fera dans les 6 premiers mois de l'année pour essayer de massifier aussi la cartographie pour amener d'autres types d'éléments. L'AVER dispose d'éléments, notamment de nombre d'infrastructures. C'est intéressant de la superposer. Pour ceux qui s'intéressent au sujet, si on vient superposer une cartographie des installateurs avec une cartographie des infrastructures, plus quelque part quelques stats sur la vente de véhicules hybrides et électriques, on va se rendre compte qu'on a quand même des zones blanches, parce qu'à 3000, on ne maille pas tout le territoire, et on a quand même quelques zones blanches sur lesquelles il y a encore de la matière et sur lesquelles il faut pouvoir aller. Donc voilà, sur cette première intervention, je pense que c'est ce qu'il faut pouvoir entendre. Un, s'assurer qu'on a bien un installateur électricien en face de soi, parce que là aussi, je rebondis sur ce que Pascal a pu dire, parce qu'il a fait le parallèle avec le solaire photovoltaïque, parce qu'il y en a beaucoup de professionnels dans le chat. Tout le monde a en mémoire le désastre du solaire photovoltaïque, et si ça a été si désastreux, et surtout si long à ramarer, parce qu'on est parti, on est descendu tellement bas que pour arriver à redonner confiance, il a fallu quasiment 10 ans. Aujourd'hui, tout le monde peut quand même se vanter qu'on n'a pas de contre-référence en matière d'infrastructure. Ça ne fait pas la une des journaux, hein. Les bandes de recharge qui prennent feu, ce n'est pas encore la une des journaux. C'est bien le travail que nous faisons tous ensemble qui permet de se réjouir de ce constat et de faire en sorte qu'il y a quand même un avenir glorieux pour le véhicule électrique. Merci Thierry Grosdidier. Alors peut-être déjà une première série de questions. Je les prends dans l'ordre, je les lis et chacun évidemment de nos intervenants peut y répondre. Le prix de marché de la borne est déjà trop bas pour un nouveau marché.
Oui, répond Nathalie, mais il faut nous aider. Alors, est-ce que justement, on peut imaginer des aides, des soutiens et quels sont les dispositifs de soutien et d'accompagnement financier qui peuvent aider les professionnels, du génie électrique pour, justement se positionner sur ce nouveau marché? Qui veut répondre? Clément, allez-y. Oui, je veux bien répondre, notamment parce que, à travers l'AVER France, on est, porteur d'un programme qui s'appelle Advenir, hein, qu'on a lancé en 2016, hein, qui est un programme de certificat d'économie d'énergie, donc qui est, sous la tutelle du ministère de la Transition écologique et solidaire. Et ce programme, permet d'accompagner le financement de bornes, de points de recharge, dans différentes cibles, mais notamment, dans l'habitat collectif, en voirie, et sur des parkings d'entreprises qui soient, à la destination, des salariés de la flotte ou à destination, de clients, enfin voilà, on va dire ouvert au public. Et donc ce programme, il a été, reconduit 2 fois, là dans sa dernière reconduction jusqu'à fin 2025 avec un budget supplémentaire de 200 millions d'euros. Il y a cette vocation-là justement d'accompagner l'investissement dans le matériel et dans l'installation. Et vis-à-vis des installateurs, nous, ce que l'on fait, c'est que les installateurs, déposent une offre, sur le site d'Advenir. Leur offre est labellisée. Ça leur permet ensuite de proposer, dans leurs offres commerciales, à des clients voilà, de leur faire bénéficier de cette prime, donc de faire baisser le prix, de l'installation. Dans l'immense majorité des cas, c'est l'installateur qui fait lui-même les démarches, hein, et reçoit ensuite, la prime lui-même. Donc il va déduire de la facture, le montant de la prime. Le client final peut le faire aussi lui-même, c'est une possibilité, mais dans une grande partie des cas, c'est l'installateur. Ça va être l'aide assez, la principale aide qui est bien identifiée aujourd'hui par les professionnels, du secteur. Mais on voit aussi, depuis, quelques mois une diversification des aides. On a une aide pour la recharge sur autoroute, sur la recharge notamment, rapide, ultra rapide, hein, avec un fonds de 100 millions d'euros qui est, géré par l'Agence des services et paiements. On a aussi, on va avoir dans les prochaines semaines un appel à projets de l'ADEME sur également plutôt sur des hubs de haute puissance. Et j'ai vu passer dans le chat, une mention de Logivolt qui a été lancée par la Banque des Territoires, la Caisse des dépôts et consignations, qui va aussi accompagner dans le cadre des copropriétés, des installations d'infrastructures collectives. Donc on va, équiper tout ou partie du parking, ou en tout cas, on va commencer à prévoir, une arrivée plus massive de véhicules électriques. Donc on commence à avoir un nombre de dispositifs assez conséquent sur la partie investissement, pour attaquer les différents problèmes. Après, il peut y avoir aussi des questions sur, l'exploitation, mais voilà, il y a un dispositif qui va bientôt arriver, sous la forme d'une taxe incitative, mais qui concernera spécifiquement, les points de recharge en voirie et sur les parkings, ouverts au public, donc une cible assez spécifique. Mais alors on nous dit que Logivolt, c'est complexe même pour une grosse PME. Comment on peut, être, aidé et complexe, pourquoi? Parce qu'intégrer leur programme, déposer un dossier, hem, Damien Pichereau, Pascal? Oui, ah bah, c'est pas que c'est complexe en fait, c'est que Pascal. ouais, bah, merci. Ça demande un peu d'effort parce qu'il y a de l'administratif, comme d'ailleurs la demande de la prime à devenir. C'est ce qui aussi rebute certains installateurs parce qu'ils n'ont pas forcément les moyens et le temps de faire les dossiers. Les dossiers doivent être rédigés correctement et c'est compliqué, voilà, pour notre population d'installateurs des fois de faire de toutes ces démarches en fait. Je dirais qu'il faut se lancer, il ne faut pas en faire qu'un à l'année, parce que sinon on a beaucoup d'efforts pour le premier dossier et c'est un peu dommage de ne pas de mettre à profit toute cette démarche pour les suivants. Et donc, une fois qu'on est lancé, en fait, il faut le faire. Moi, j'ai constaté, enfin, c'est mon expérience personnelle, moi, j'ai créé une autre société en fait pour aller sur ce secteur d'activité parce que je me suis rendu compte que les salariés autour de moi, même s'ils étaient tous de bonne volonté, en fait, ils étaient tellement pris par leur activité principale, hein, qui est l'équipement électrique, que c'était compliqué en fait de leur demander de faire autre chose. Et donc peut-être aussi, ça passera et ça doit passer par du recrutement, en fait, hein, des personnes
à l'administratif, hein, qui doivent aider l'entreprise. C'est un nouveau maillon dans l'entreprise et on doit passer par là en fait, hein, pour être vraiment professionnel et aller au bout des choses. Donc je pense que c'est le Givolt comme advenir, bah voilà, c'est un engagement à l'année et on peut pas juste faire une affaire en fait et utiliser en fait un financement mis à disposition par la Banque des Territoires. Et il faut le faire à l'année en fait, hein, et ça, faut se professionnaliser pour ça. Alors, vous vouliez ajouter quelque chose, Damien Pichereau? Oui, très rapidement, vous en prie. j'ajouterais qu'on ne peut pas demander d'un côté à ce que ce soit des professionnels qui soient qualifiés, formés, et je rejoins tout à fait cette nécessité, et de l'autre côté, qu'il y ait des dossiers qui soient simples et accessibles finalement à tout le monde. Non, je pense que effectivement, il y a une certaine complexité, comme le disait à l'instant Pascal, qui est surtout sur le premier dossier, parce qu'après, il y a une habitude qui est faite. C'est comme tous ces dossiers-là, comme ceux de la rénovation énergétique, on le sait, c'est des dossiers à monter, que parfois c'est long, on n'aime pas l'administratif, on essaie nous aussi du côté politique de simplifier, mais néanmoins il faut garder un minimum de choses pour pouvoir justement avoir des gens sérieux, comme c'est votre cas, qui posent justement ces bornes. Mais alors, on nous signale qu'il y a aussi des contraintes en termes de chiffre d'affaires pour le Givolt. Il ne faut pas oublier les petits acteurs. J'imagine que ça doit être aussi une préoccupation à la fois des pouvoirs publics et de l'AVER, de faire en sorte que tout le monde puisse concourir et accéder à ces aides, même quand on n'est pas une grosse société avec un chiffre d'affaires très important. Non, c'est pas une question de chiffre d'affaires en fait. C'est une question d'être un professionnel du secteur et comme à la qualification portée par Qualifelec, en fait, il existe des qualifications probatoires et qui permettent en fait d'engager l'entreprise et d'accepter l'entreprise dans sa démarche. Et la qualification définitive vient une fois qu'on a des références. Et je pense que pour les opérateurs et plus globalement, c'est la discussion qu'on a actuellement avec la Banque des Territoires, c'est que on doit ouvrir le plus possible en fait ce dispositif à des entreprises, mais on doit également s'assurer que les entreprises sont en capacité de pouvoir suivre et gérer ces dossiers. Donc là, on appelle et on voit très bien qu'il y a un vide actuel en fait sur la définition de ces entreprises. Et donc, on va essayer de travailler sur cette qualification et cette reconnaissance des entreprises, à porter des dossiers et à pouvoir utiliser ces outils financiers, en fait, hein, qui sont complexes, mais qui sont nécessaires pour un grand nombre de copropriétés dans l'aboutissement de leur projet. La qualification, comme d'autres sujets, comme l'interopérabilité des services, c'est aussi un sujet qu'on essaie de traiter. Je suis en même temps président d'une association qui s'appelle l'AFOR, l'Association française des opérateurs de charge, et qui regroupe finalement toutes ces activités, des entreprises de services, parce qu'il y a l'installation et il y a le service autour de la borne. Et pour proposer le service, et notamment en copropriété, où on doit gérer les consommations électriques et la gestion de la puissance de charge, il faut évidemment, ce sont de nouveaux métiers, de nouvelles compétences, et il faut qu'on puisse faire valoir et faire reconnaître ces entreprises de services autour de l'installation de bornes. Sandrine Garnier, je vous voyais approuver, opiner du chef. Appuyez sur votre petit micro pour qu'on puisse vous entendre. Voilà. Pardon. Voilà. Oui, bien sûr, j'approuve. Bon, après, sur ces points qui viennent d'être abordés, j'ai pas particulièrement de remarques à apporter, si ce n'est peut-être le rôle des employeurs. On a beaucoup parlé des copros. Il y a aussi la possibilité, il me semble, pour les employeurs de financer les bornes de charge, les installations de charge de leurs salariés dans le cas où ils peuvent participer justement aux dépenses de mobilité des salariés. Et donc, c'est peut-être aussi un point intéressant à développer comme pour soutenir ce développement justement des installations de charge. Mais est-ce qu'il faudrait aller plus loin dans le soutien aux particuliers, aux propriétaires, aux copropriétaires? Est-ce que vous pensez que on pourrait aller plus loin? C'est d'ailleurs dans le chat des questions qui sont évoquées sur les aides directement
aux particuliers, les fameux 300 €. Est-ce que vous pensez que, par exemple, dans la nouvelle législature qui s'ouvre, là, dans les 5 ans qui viennent, faisons un peu de prospective, il faudrait de nouveaux dispositifs de soutien fiscaux ou budgétaires à l'électromobilité? Alors, si je peux démarrer là-dessus pour ma Allez-y, part, allez-y, je allez-y. pense que c'est une question, comme très souvent, hein, et Damien Pichereau ne dira pas le contraire, de curseur, de positionnement d'un curseur entre des objectifs à atteindre, ce qu'on peut dépenser en termes d'argent public. Et puis, il y a quand même encore, tout à l'heure, on évoquait l'aspect de l'équité en matière de mobilité. Faut se rappeler aussi que le système automobile, bon, certains peuvent considérer qu'il est suffisamment aidé et soutenu et que, encore une fois, on peut mettre des soutiens aussi sur d'autres types de mobilité. Ça, encore une fois, c'est un débat qui relève, encore une fois, de la puissance publique, hein. Enfin, c'est un débat de politique de mobilité avec, d'orientation politique de mobilité. Alors justement, ça tombe bien, Damien Pichereau, mon petit doigt m'a dit que vous n'alliez pas vous représenter. Donc, vous nous confirmez ou pas? Je confirme, c'est pas Bon, un alors souci donc, positionnel. bon, alors, donc maintenant vous êtes libre, vous pouvez dire tout ce qui vous passe par la tête, vous pouvez vous exprimer tout à fait librement. Qu'est-ce qu'il faudrait faire dans les 5 ans qui viennent? Vous qui connaissez ce sujet par cœur, je le disais, des deux côtés, à la fois comme professionnel de l'automobile, puis après comme parlementaire de ce secteur, qu'est-ce qu'il faudrait faire dans les 5 ans qui viennent et qu'est-ce que les pouvoirs publics devraient faire? Sandrine Garnier disait c'est une question d'orientation politique et de curseur dans un secteur automobile qui est déjà, certains pourraient dire sous perfusion, mais en même temps qui est aussi très pourvoyeur d'emplois, avec des grandes entreprises qui vont être impactées à nouveau par le contexte géopolitique. Qu'est-ce qu'il faudrait faire dans les 5 ans qui viennent? Alors, moi, je crois qu'il faut distinguer vraiment plusieurs niveaux. Si je regarde au niveau qui était le mien et qui sera le mien jusqu'à fin juin au niveau national et législatif, je crois que la priorité, c'est surtout de conserver à minima les aides. Les aides et notamment le programme Advenir et le Givolt, on doit absolument les conserver pour continuer parce qu'on n'est pas, on est au milieu du gué, donc il faut qu'on continue à avancer et on doit absolument maintenir ces aides, non seulement sur les bornes de recharge, mais aussi sur les véhicules électriques de l'autre côté. Parce que c'est un peu la question de l'œuf ou de la poule. Est-ce qu'il faut avant tout avoir des bornes de recharge et ensuite ça va entraîner les voitures électriques, ou alors est-ce qu'il faut plus de voitures électriques pour avoir plus de bornes de recharge? Je crois que c'est les deux en fait. C'est-à-dire que les gens n'achèteront pas de voitures électriques s'il n'y a pas de bornes. Et en même temps, pour pousser les professionnels notamment et les entreprises à installer des bornes de recharge sur leur parking, il faut qu'on ait un maximum de voitures électriques pour que ça devienne finalement un avantage compétitif d'avoir une borne de recharge publique chez soi. Donc, je crois que ça, au niveau national, c'est vraiment ce qui est le plus important, c'est vraiment continuer là-dessus. Le reste, honnêtement, en termes de loi, de réglementation, Mais ça peut être mis en cause, Damien Pichereau, ça peut être mis en cause. Les dispositifs d'aide aujourd'hui, ils sont définis dans le temps, ils sont capés, ils ont une limite, une durée de vie limitée ou pas? Bien sûr, ils ont une durée de vie qui est toujours limitée, comme tout aide, hein, elles sont renouvelées régulièrement, donc tout est toujours remis en cause et dépend aussi de l'offre en termes et des gammes de prix aussi. Si demain, effectivement, on voit que le prix des bornes s'effondre encore plus que c'est le cas aujourd'hui, puisqu'il a énormément diminué déjà, probablement que les financements baisseront aussi en parallèle, et la même chose sur les aides pour les véhicules électriques. Le jour où les véhicules électriques seront au même prix que les véhicules thermiques, je ne suis pas certain qu'on maintienne le même niveau d'aide que ce qu'on a actuellement. Et il y a déjà eu certaines volontés de remettre en cause les aides à l'acquisition dans les 5 années qui sont passées. On a été plusieurs, dont moi, à se battre pour que ce ne soit pas le cas et qu'on maintienne. Et je pense même qu'il faudrait même encore accélérer, notamment sur les professionnels. Et on parlait tout à l'heure de ZFE, mais pour que les professionnels puissent demain arriver dans les ZFE, il faudra qu'ils aient des véhicules et des camionnettes aussi électriques. Donc, on va devoir peut-être probablement intensifier encore un petit peu plus, je pense, les aides. En tout cas, c'est ma vision. Après, il y a un autre niveau qui est à distinguer, qui est le niveau local. Et là, c'est le rôle des maires. On a eu le débat de savoir sur plusieurs choses, d'ailleurs. C'est le cas des bornes électriques, c'était aussi le cas des places d'autopartage et de covoiturage, de savoir s'il fallait imposer certains seuils aux collectivités, aux maires, en fonction du nombre d'habitants, etc., etc.
Je ne pense pas que ce soit la bonne solution d'imposer parce que derrière, il y a aussi une logique qui est territoriale et qui est où est-ce qu'on positionne finalement aussi les bornes dans sa ville. Et le fait d'imposer le maire peut très bien le faire dire, écoutez, puisqu'on m'impose, je vais aller le mettre à un endroit où de toute façon, il n'y a déjà personne qui va et où j'ai des places libres. Ce qui fait que c'est des bornes qui ne serviront à rien. Donc, on a préféré laisser libre, accompagner, aider, mettre en place des accompagnements techniques spécifiques, notamment avec l'AVER, pour pouvoir aider les maires, mais c'est vraiment eux qui vont être aussi au cœur du dispositif encore dans les années à venir pour pouvoir développer les bornes de recharge sur leur territoire, tout simplement. Et c'est un élu Manceau qui vous parle. Et pour le coup, on a la malchance au Mans d'avoir assez peu, d'être assez pauvre en bornes et d'avoir même finalement une densité de bornes qui est supérieure dans certains villages qu'au Mans eux-mêmes, alors que c'est au Mans qu'il y aura le plus de besoins, puisque c'est au Mans qu'il y aura une ZFE. Donc c'est vraiment au maire là, de se dire, bon, ok, j'ai notamment des agglos, j'ai une ZFE qui est à mettre en place, que je souhaite mettre en place. Parallèlement à ça, comment je fais en sorte aussi d'avoir un réseau qui soit suffisant en termes de bornes. Donc il y a vraiment ces deux aspects-là. Alors, pas assez de bornes au Mans, mais est-ce qu'il y a suffisamment d'électriciens qualifiés, Thierry Grosdidier? On a vu dans le chat plusieurs questions sur la fameuse cartographie que vous avez lancée. Alors, certaines réponses ont déjà été apportées. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que, comme il y a beaucoup de questions, on va les centraliser et répondre à l'ensemble des participants quand la question est très précise et très technique. Mais la cartographie, elle va évoluer, vous allez l'affiner. Comment ça va se passer? On va déjà la massifier par rapport au nombre d'acteurs entrant quasiment quotidiennement, parce qu'encore une fois, je l'ai dit en début d'intervention, on a quand même un phénomène d'accélération qui est assez impressionnant. Donc, bien sûr qu'elle s'enrichit de semaine en semaine du nombre d'installateurs qui viennent se qualifier. Donc, je pense qu'encore une fois, la cartographie, son intérêt, c'est bien sûr d'être un outil à disposition de la maîtrise d'ouvrage, je l'ai déjà dit, mais c'est surtout de détecter pour ceux qui veulent élargir un peu le scope de leurs interventions, d'aller voir où est-ce qu'il faut aller impacter pour pouvoir aller chercher des marchés. C'est ce que Pascal a dit. Il y a ces aspects commerciaux. La cartographie peut aussi servir aux professionnels pour peut-être élargir sa zone d'achalandise à 15 ou 30 km pour aller voir où seraient des zones blanches et où là, il y aurait nécessité d'aller densifier les infrastructures. Donc, l'enjeu, il est là. Il y a deux choses qui ont été dites dans les interventions. C'est que je reviens sur la notion de qualification sur la partie probatoire. C'est un marché qui s'ouvre aussi à des gens qui découvrent un petit peu le métier, mais la clé d'entrée étant encore le socle métier, plus les formations qui sont celles réglementaires aujourd'hui. Il faut peut-être le dire aujourd'hui, il y a des formations qui sont en cours de révision. Les formations vont évoluer, notamment parce qu'elles vont devoir intégrer des notions de maintenance. Et je pense que s'il y a un enjeu demain, c'est bien sur la maintenance, parce que c'est pas tout d'installer. Il faudrait bien que ces bornes-là, non seulement soient installées correctement, soient mises en service correctement, mais de surcroît puissent continuer d'être opérationnelles dans le temps. Donc ça, c'est un élément important. Donc il faut aussi encourager les professionnels non seulement à savoir installer, mais à savoir maintenir. C'est la seule façon de donner confiance dans le sujet, parce que savoir qu'on a des points de recharge, mais si une fois là, techniquement, elles ne marchent pas parce qu'elles sont plus opérationnelles, on a tout perdu. Donc oui, pour dire qu'il y a encore beaucoup à faire. Je ne dis pas qu'il y en a pour 50 ans, mais il y a encore aujourd'hui beaucoup de points, de zones à mailler. Donc il faut y aller. Il faut aussi y aller sur des niveaux de formation qui sont des niveaux supérieurs. Je pense qu'il faut sortir aujourd'hui des formations simplistes qui sont pour moi du ressort plus de l'information que de la formation. Donc, il faut être attentif aussi au type de formation qu'on va subir. Et puis, il faut se lancer. Donc, se lancer, encore une fois, on peut y aller avec une qualification probatoire. Ça laisse quand même 2 ans pour au moins nous présenter 2 références chantier. Donc là, je rebondis sur ce qu'a dit Pascal aussi. Il faut en faire. Il faut pratiquer. Hein. Si on ne pratique pas, je pense qu'on n'acquiert pas d'expertise sur le sujet. Et si on n'en acquiert pas, on finit par se décourager parce que la remise en cause est à chaque fois, à chaque installation, on se repose les questions techniques. On se les repose sur le plan aussi du suivi des aides. Donc, ça veut dire que c'est difficile de s'en faire vraiment une activité à part entière si on fait du saupoudrage. Je pense que si on en fait, il faut vraiment décider d'en faire, peut-être pas faire que ça, même si aujourd'hui, on voit quand même des acteurs qui ont complètement switché leur activité, qui étaient chez nous, des professionnels électriciens patentés qu'on avait depuis très longtemps et qui viennent aujourd'hui complètement se positionner sur l'IRVE et plus sur le restant de leur activité. Donc, c'est qu'il y a un vrai sujet. Le message, c'est de se dire qu'il y a encore beaucoup de place pour ça. Alors, vous avez dit formation, maintenance, et donc la question dans le chat est arrivée automatiquement. Où est-ce qu'on trouve des formations
à la maintenance? Alors, il y a quelques organismes qui ont commencé à se positionner. Je vois que dans le chat, on a Formapélec, c'est le cas, c'est leur cas. Je pense que du coup, au niveau du groupe Cahors, enfin sur les acteurs historiques, on en a aussi. Je crois que du côté de l'APAV, on en a aussi. Il y a un travail, un GT, et Clément m'interrompra si je me trompe, mais je ne me trompe pas parce que je suis dedans. Il y a un GT qui est en place, un groupe de travail qui est en place avec quasiment l'intégralité des membres de l'AVER, où on doit, et pas plus tard qu'après-demain, commencer à réfléchir à la mise en place, parce que l'idée, c'est d'en faire des référentiels de formation qui soient assez transverses. L'idée, c'est que tous les organismes de formation se placent sous les fourches codines de ce qui va être écrit dans ce GT, et qu'on puisse nous envoyer en formation des professionnels qui le souhaitent, et qu'on puisse envoyer à droite ou à gauche sans qu'il y ait de disparité de formation. Donc aujourd'hui, et c'est bien, il y a une impulsion qui est faite par les acteurs historiques sur le sujet, que les trois que je viens de citer en font partie. Ils vont certainement pouvoir inspirer aussi ce qui va pouvoir se traduire dans les faits et dans les textes quand on va écrire ces référentiels de formation. Nous, on y est attentifs parce que bien sûr qu'on ajustera nos exigences de formation qui sont celles dans nos référentiels de qualification, et on les amendera en fonction de ce qui sortira de ce groupe de travail. Mais je pense que pour ceux qui s'intéressent au sujet, il y a le premier sujet auquel ils doivent s'attacher, c'est la partie formation. Pascal Toggenburger, je pense que vous serez d'accord avec cet impératif de formation, notamment pour la maintenance, parce que derrière, c'est aussi des emplois, des renouvellements dans les boîtes, des nouveaux collaborateurs qui arrivent, des nouveaux électriciens, etc., etc. Bien sûr, les activités sont complètement différentes, hein. Donc, on est dans la maintenance. Les techniciens ne réalisent généralement pas d'installation. En tout cas, ce ne sont pas les mêmes métiers. Et donc, on doit véritablement former ces personnes, en fait, à être agiles, à avoir un esprit de déduction. Et surtout, aussi, ce qui compte, c'est d'être en relation avec les fabricants et industriels. Parce qu'en fait, au-delà, une borne qui ne fonctionne pas, ce n'est pas forcément de la faute de l'intégrateur ou de la personne qui n'a pas assuré la bonne maintenance, parce qu'il n'y a pas forcément la pièce, ou la pièce n'a pas été remplacée, ou le diagnostic n'a pas été fait. C'est comme une machine à laver, en fait, hein. Vous pouvez changer toutes les pièces que vous voulez, mais si ce n'est pas la bonne, la machine, elle ne fonctionne pas. Donc c'est toujours la même problématique. On doit aussi travailler avec les industriels, les fabricants, qui soient français, très bons industriels français, mais on doit également, en fait, se tenir la main avec eux, parce que, en fait, on porte une offre globale, et on doit d'abord être formé sur leurs produits, mais aussi avoir la sécurité et l'assurance que les pièces détachées qui vont servir à la maintenance sont disponibles, et que les produits ne soient pas remplacés tous les ans avec des nouveaux modèles, et qu'on ne trouve plus les pièces détachées nécessaires à la survie des anciennes bornes. Donc ça, c'est très important. Et ça, c'est pour ça aussi qu'à la FFIE, on a souhaité, en fait, travailler davantage avec notre syndicat Alter Ego, qui est le JMELEC et IGNES, en fait, qui rassemble les industriels pour pouvoir proposer et assurer, en fait, ces services et assurer la pérennité de nos installations pour que tous les clients soient satisfaits, et qu'on ne gâche pas de l'argent public ni d'argent privé, en fait, à des bornes qui deviennent obsolètes trop vite. Voilà pour le cadre de la maintenance. Merci beaucoup. Un dernier tour de table. Encore une fois, on répondra à toutes les questions qui sont dans le chat au fur et à mesure. Par ailleurs, tous ceux qui sont inscrits à ce webinaire pourront disposer de l'enregistrement, de la visio. Je fais un petit tour de table conclusif en posant une question à chacun. Une priorité en matière de développement de l'électromobilité en France et en Europe. Sandrine Garnier, quand même, une question. Est-ce qu'il y a des bonnes pratiques européennes? Vous qui avez une vision un peu d'ensemble, est-ce qu'on pourrait s'inspirer aussi d'autres pays européens pour remplir cet objectif de développement des IRVE et de l'électromobilité en France? Alors, pour faire le classique concours entre les meilleurs pays européens en matière de, je pense que la France n'est pas si mal placée, puisqu'on a vu que l'Association européenne des constructeurs automobiles a sorti à l'automne, enfin à la fin de l'année 2021, un classement qui montrait que la France était dans le peloton de tête, dans les 3 premiers avec l'Allemagne et les Pays-Bas en matière de nombre
d'installation. Donc, je ne pense pas que ce soit non plus forcément utile de battre sa coulpe et de toujours regarder ce que font les autres mieux, parce que les comparaisons n'est pas raison, voilà, tout simplement, comme on dit. Mais il y a quand même une chose, moi, sur laquelle je voulais insister, ça a été évoqué très rapidement, c'est permettre donc non seulement aux particuliers, aux ménages de s'équiper, mais aussi à tous les professionnels, parce que, encore une fois, on a dit qu'on voulait opérer cette conversion vers l'électrique pour améliorer la qualité de l'air. Il ne faut pas oublier les véhicules lourds, qui sont de gros pourvoyeurs de GES et de polluants et de particules. Et donc, il faut se rappeler que donc il y a à la fois, bien sûr, le réseau de bornes d'avitaillement, mais il y a aussi les gammes de véhicules qui doivent être disponibles. Là aussi, on a, on le sait, un gros boulot à faire, puisque en matière de véhicules lourds, on n'a pas de camions électriques disponibles à des prix intéressants. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de modèle économique aujourd'hui. Donc, tout ça reste à faire. Et c'est aussi du ressort de l'action qui peut être entreprise, notamment dans le cadre de la présidence française de l'Union européenne, de pousser les constructeurs, justement, à développer des modèles et de soutenir aussi les filières. Merci d'avoir précisé ce sujet, c'est important, là aussi, les véhicules lourds et les professionnels. Clément Molison, on est à 55 000, on sera à combien à la fin de l'année selon vous? Attendez, je vais sortir ma boule de cristal. J'ai pas dit qu'il n'y avait pas des questions pièges. Non, mais évidemment, c'est très difficile de répondre à cette question. Ce qu'il faut voir, et en tout cas, nous, c'est ce qu'on a pu constater, c'est que le fait que l'objectif de 100 000 bornes ait été avancé d'1 an, et quand bien même ça n'a pas pu être atteint, ça a vraiment créé une dynamique qui a été très forte, et surtout, ça a permis de mettre autour de la table tous les acteurs qui devaient intervenir sur ces questions. Et ce n'est pas que les acteurs économiques, ce n'est pas que les industriels, même s'il a été important de les mobiliser. Ça a été aussi les administrations, ça a été aussi les cabinets ministériels. La mobilité électrique, c'est pas qu'un enjeu de transport. C'est un sujet qui est transversal. Évidemment, on va beaucoup parler avec le ministère de la Transition écologique. On a des sujets qui touchent à tous les ministères. Et il a fallu faire cette coordination, mettre tout le monde autour de la table et essayer de débloquer certains points. Et on a vu que des choses se sont débloquées. On a des appels à projets qui sont en train de se lancer à l'ADEME avec des volumes qui sont très importants. On a l'ensemble des autoroutes qui sont en train d'être équipées pour être équipées d'ici la fin de l'année en bornes de recharge, notamment rapides et ultra rapides. On a les syndicats d'énergie qui ont été les premiers sollicités pour déployer des bornes de recharge en 2012, 13, 14, et qui aujourd'hui sont en train de mettre en place des schémas directeurs qui sont en train d'identifier les lieux où il va falloir implanter des bornes, à quelle puissance, pour qu'elles soient les plus utilisées. Donc, on a ce mouvement qui est encore là. Je ne peux pas vous dire si on atteindra les 100 000 d'ici la fin de l'année. Ça reste encore un volume assez important. Il faut qu'on fasse grosso modo x2 par rapport aux installations qui ont pu être faites depuis 2013-2014. Donc, ça reste ambitieux. Pour nous, la question va vraiment être de savoir si d'ici la fin de l'année, les utilisateurs de véhicules électriques et hybrides rechargeables sont suffisamment satisfaits de la recharge. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas empêchés dans leur déplacement, qu'ils ne renoncent pas à un déplacement parce qu'ils n'ont pas accès à une borne de recharge, que ce soit une borne de recharge publique, et on est effectivement dans la 100 000, mais même des bornes à destination. On parlait des hôtels, on peut parler tout simplement de pouvoir bien se brancher dans sa maison de campagne, chez des amis, dans sa famille. Il y a aussi tout ça. Je pense que si personne n'est empêché de se déplacer et que les gens sont satisfaits, la mission aura été remplie, quand bien même les 100 000 bornes ne seront pas encore tout à fait installées. Merci à vous. Damien Pichereau, vous qui allez retourner à la vie civile, qu'est-ce que vous diriez à un installateur, un électricien de la région du Mans pour qu'il se lance encore plus dans l'électromobilité en termes marketing, en termes commercial, pour aller chercher du business? Qu'est-ce que vous lui conseilleriez de dire? Déjà, de partir sur le fait que ce sont de vrais professionnels. Et ça, je crois que c'est extrêmement important. Et il faut le redire, on ne veut pas revivre ce qu'on a pu vivre sur les panneaux solaires
notamment où tout à chacun devenait installateur avec les conséquences que l'on connaît derrière. Aujourd'hui, on veut s'appuyer sur des personnes qui sont qualifiées et de qualité. Donc, c'est déjà extrêmement important et c'est un point sur lequel il faut, je pense, énormément insister. Ensuite, clairement, insister aussi sur justement la proximité. Je voyais tout à l'heure dans le chat des personnes qui disaient il y a des concessionnaires qui font aujourd'hui jouer la concurrence au niveau national. Il y a derrière une maintenance qui doit être faite, qui peut être faite en tout cas. Et donc, jouer sur la proximité. Et le dernier, c'est d'y croire parce que très clairement, on voit bien, hein, le véhicule électrique progresse énormément. Est-ce que c'est l'alpha et l'oméga de la mobilité de demain? Je ne sais pas. Moi, je crois beaucoup qu'on est sur un mix énergétique. En tout cas, c'est clair que l'électricité et le véhicule électrique, il prendra une part extrêmement importante et de plus en plus importante. Donc, il y a des marchés vraiment gigantesques qui, je crois, s'ouvrent, avec en plus des bornes de recharge qui, elles aussi, vont évoluer, notamment en termes de puissance, en termes de connectivité, en termes de dualité de recharge également. Donc, il y a vraiment des choses à faire et allez-y, foncez. Et je pense qu'il y a du business à faire et en plus dans l'intérêt général, puisque c'est pour l'environnement et c'est aussi pour nos concitoyens. Merci, monsieur le député. Monsieur le vice-président de la FFIE, qu'est-ce que la FFIE a prévu de lancer comme initiative en 2022 pour encourager encore plus son réseau d'électriciens dans l'électromobilité? Dites-nous tout. De la communication, évidemment, de la formation, de la communication et des initiatives locales. Voilà, récemment, j'ai participé à une initiative en Seine-Maritime. Ça a rassemblé à travers un réseau de chambres de commerce, des entreprises avec des installateurs. Et finalement, c'était une journée de réussite puisque ça a permis de mettre en relation professionnelle avec des demandeurs et de bien prendre le temps pour expliquer quelle était l'importance de la mobilité électrique et la valorisation dans une entreprise d'avoir des véhicules électriques et de pouvoir recevoir ses clients également qui veulent se charger. Donc, moi, je crois beaucoup au territoire et à l'intelligence des territoires. Je vois que les marchés qui ont été lancés sur des marchés nationaux en essayant d'avoir des prix bas sur des volumes, finalement ça a plus ou moins bien marché parce que la mobilité électrique a besoin de professionnels terrain et de proximité. C'est très important et on ne peut pas se permettre d'avoir un véhicule en panne parce qu'elle n'est pas chargée. Le véhicule n'est pas chargé le lendemain matin. Il faut vraiment avoir une réactivité très forte des professionnels. Et je crois que la parole, elle est aujourd'hui à travers la FFIE sur l'ensemble de son réseau et de ses territoires pour pouvoir lancer des initiatives, pour pouvoir montrer que les professionnels sont là, bien présents, ils communiquent et ils sont professionnels et bien formés, quoi. Voilà. Merci beaucoup. Je crois que le mot de la fin est pour Califelec. Vous aussi, vous croyez un peu à l'intelligence des territoires. 8000 entreprises du génie électrique, énergétique et numérique partout en France, en métropole et en outre-mer. Mais vous croyez aussi à la mobilisation au niveau national. C'est la raison pour laquelle vous avez publié, je crois, un manifeste. Oui, effectivement. Donc, on essaye de peser comme on peut dans une époque où on doit être force de proposition. Ça paraît assez logique. J'ai quand même une préoccupation parce que Damien l'a dit et c'est un vrai sujet pour connaître et faire un peu de prospective sur qu'est-ce que sera demain ce marché-là. Pour être certain de ça, faut quand même faire un peu de recensement. Moi, il y a quand même un truc qui me préoccupe un peu, c'est le recensement des besoins, notamment des particuliers. On a bien dit qu'il y avait deux points de recharge qui étaient celui du domicile et du travail. Donc, travail, en général, les entreprises s'en occupent d'abord parce qu'elles ont une contrainte réglementaire qui font qu'elles doivent muter une partie de leur parc et mettre à disposition des bandes de recharge dans leurs entreprises. Donc là, c'est à peu près sous contrôle, mais on a un problème de recensement dans les copros et avec un flou artistique entre qui fait quoi entre le copropriétaire et éventuellement le syndic et éventuellement le syndicat de copropriétaires en tant que tel. Là, je pense qu'il y a la nécessité de mettre l'accent sur le fait qu'il faut absolument recenser le nombre de copropriétaires qui sont intéressés par le sujet pour savoir si, encore une fois, quel est le type de travaux qui est engagé, parce que l'installation de la borne en tant que telle, c'est un sujet, mais il y a toute une partie infrastructure en amont qui est aussi un vrai sujet. Donc ça, c'est pour moi une préoccupation première. Et ça rejoint un petit peu effectivement la proposition qu'on essaye de faire dans un manifeste à produire, dans lequel on va essayer de faire quatre points clés, mais celui qui nous intéresse aujourd'hui relatif à l'électromobilité, c'est quand même d'arriver à renforcer un petit peu l'exigence, parce que en France, on a ce talent inouï que
si on ne met pas un peu de pression réglementaire, on fait moins avancer les choses. Là, en l'occurrence, on sent qu'il y a une impulsion. On va peut-être pas encore assez loin sur le pourcentage d'infrastructures à mettre à disposition. Et pour faire quelque part un phénomène d'accélération qui se veut cohérent, je pense qu'il faudra avoir en face, c'est pour ça que je reviens au recensement, il faudrait d'abord en voir en face des notions de la quantité d'infrastructures désirées par des gens qui sont demain acquéreurs de véhicules hybrides ou électriques. Une fois qu'on aurait cette stat de savoir qu'on a X% de la population qui, à 12 ou 24 mois, sont intéressés, d'abord, je pense que ça ferait une petite idée, même si ce n'est pas ça qui ferait marcher plus les usines parce qu'on manque de composants, mais ça donnerait comme une perspective de l'impulsion donnée à la filière de la construction de véhicules électriques et hybrides, et ça donnerait aussi une perspective de ce qu'il faut mettre pour densifier, pour massifier le nombre d'infrastructures, pour qu'on fasse matcher la quantité de personnes intéressées par le sujet avec un nombre d'infrastructures capables d'assurer le besoin. Parce que si on fait l'un sans l'autre, il y aura des déçus. C'est qu'on va retrouver dans le syndrome, bah oui, mais on peut faire que 150 ou 200 km, moi, il m'en faut 400 par jour. Donc, il faut répondre à cette préoccupation-là. Aujourd'hui, elle est moins technique que sur le plan du recensement, même s'il y a quelques éléments techniques qui restent prégnants. Mais en tout cas, il faut qu'il y ait une impulsion de données pour massifier aussi dans les points de recharge, dans les constructions d'œuvres et dans les constructions en rénovation. Merci beaucoup. Merci à tous. On a un peu débordé. Il est 16h12. Vous étiez plus de 250 à vous être connectés à ce webinaire. Encore une fois, toutes les questions ont été scrupuleusement enregistrées. Nous allons tenter d'y répondre avec nos partenaires qui sont à votre disposition. Je remercie donc Sandrine Garnier, Damien Pichereau, Clément Molison, Pascal Toggenburger et Thierry Grosdidier de Qualifelec d'avoir participé à ce webinaire un peu exceptionnel en plein milieu d'après-midi, mais où on a appris plein de choses. J'espère que les professionnels électriciens qui sont connectés ont appris des choses. En tout cas, tous ceux qui étaient présents, vous pourrez retrouver leurs coordonnées dans le chat et vous pourrez leur poser directement des questions sur les différents programmes qui ont été évoqués, les aides exceptionnelles, le financement dont vous pouvez bénéficier, et puis bien sûr revoir ce webinaire qui a été enregistré. Je remercie toute l'équipe de Qualifelec et je remercie encore une fois les participants d'avoir accepté de prendre sur leur temps pour parler de ce sujet. Il y a encore des gens qui patientent dans la salle d'attente et qu'on va faire rentrer. Le compteur continue à s'allonger. Merci beaucoup d'avoir participé à ce webinaire et à très bientôt. Au Merci à revoir. tous. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci à tous. Au revoir. Au revoir.